Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Antoine Delaporte, bonjour. Bonjour Alexandre. Nous reprenons nos entretiens réguliers sur la vie espagnole, la vie politique espagnole que tu suis assidûment depuis une quinzaine d'années. C'est d'ailleurs, je pense, notre troisième, voire quatrième entretien à ce sujet. Donc là, après la rupture estivale, reprenons, surtout que l'actualité est riche, mais avant tout la première question qui va un peu de soi, quelle est la situation sanitaire en Espagne et comment expliques-tu le succès de la campagne vaccinale en Espagne? Alors d'abord, la situation sanitaire en Espagne est quand même aujourd'hui bien améliorée. Le pays a fait face à une quatrième, cinquième, je ne sais plus compter le nombre de vagues, mais à une vague assez importante pendant l'été. Fin juillet, on était à 30 000 cas positifs recensés avec un taux d'incidence de presque 600 pour 100 000 habitants, donc c'était assez phénoménal. Et aujourd'hui, on est à 3 000 cas recensés et un taux d'incidence qui est en dessous des 150 et qui se rapproche des 100. Donc la vague a été très rapide, mais elle est maintenant redescendue. Et si je me souviens bien des derniers chiffres, il y a moins de 15% de ce qu'on appelle les unités de soins intensifs qui sont occupées par des malades du Covid. Donc très clairement, on voit bien que la situation sanitaire aujourd'hui est clairement améliorée en Espagne, notamment grâce au succès de cette campagne de vaccination. Alors ça s'explique, c'est étonnant parce que, comme on le sait, l'Espagne, c'est un pays décentralisé, dont le système de santé est décentralisé. Donc, il y a 18 systèmes de santé, un par région, et puis un pour les villes de Ceuta et de Melilla, qui est géré directement par l'État central. Et en fait, il y a eu une très bonne coordination de ces systèmes de santé. Il y a une instance qui permet de réunir la ministre de la Santé et les ministres régionaux de la Santé. Et il existe encore donc ce système national de santé. C'est un héritage de la transition démocratique auquel les Espagnols sont extrêmement attachés parce que c'est un système qui est globalement public et universel. Et ce système fonctionne très bien et même si la droite a eu parfois tendance dans les régions qu'elle gouverne à privatiser la gestion de certains hôpitaux, par exemple, ou à rendre le système moins universel qu'il ne l'était. Dans l'ensemble, le système est public et universel et les Espagnols y sont extrêmement attachés, ce qui veut dire que d'abord, il y a donc une confiance assez forte dans les institutions de santé quand elles ont lancé la campagne vaccinale. Il n'y avait pas de défiance vis-à-vis de cette institution comme il a pu y en avoir dans d'autres pays. Il y a une deuxième chose, c'est que lors de l'épidémie de polio, alors ça remonte un peu maintenant, fort heureusement, mais il y avait eu un énorme retard à la vaccination dans des autorités espagnoles de l'époque, et il y a une forme de traumatisme national sur cette question. Et donc il y a une confiance aussi dans les campagnes de vaccination massive parce que il y a dans l'inconscient collectif espagnol le fait qu'on sait ce qui se passe quand une campagne de vaccination massive prend du retard ou démarre mal. Et la troisième chose, alors dans les articles que j'ai pu lire, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur cette analyse, mais il y a aussi en Espagne, comme en Italie d'ailleurs, une très forte solidarité intergénérationnelle. On sait que les jeunes vivent encore beaucoup chez leurs parents. C'est ce qui expliquait d'ailleurs la virulence de la vague en Espagne et en Italie, mais c'est ce qui explique aussi une forme de succès de la vaccination, c'est-à-dire que les jeunes sont allés se faire vacciner pour protéger les anciens avec qui ils vivent, avec qui ils ont encore beaucoup de contacts. Et il faut savoir qu'il y a eu en plus une organisation, on va dire, quasi militaire, c'est-à-dire que les personnes étaient convoquées individuellement, par courrier ou par SMS, en fonction de leur numéro de sécurité sociale. Le rendez-vous était donné en plus souvent dans la maison de santé, parce qu'il y a beaucoup de maisons de santé en Espagne. Il y a vraiment, c'est un système de santé qui est très proche des habitants, donc les gens étaient quasiment convoqués de la maison de santé du coin de la rue pour se faire vacciner à un horaire précis, avec un médecin précis. Donc, comme c'était très bien organisé et qu'il y a en plus cette historique, la campagne de vaccination a très bien fonctionné, avec en plus un mouvement anti-vax qui n'a absolument pas pris. Il y a eu quelques tentatives et je crois que l'une des figures les plus marquantes de ce mouvement, c'est l'actrice Victoria Abril. Mais l'analyse veut qu'en fait, elle a plus eu une réaction française, puisqu'elle est très francophile, qu'une réaction espagnole. Et donc, il n'y a pas vraiment eu de mouvement anti-vax qui a vraiment réussi à prendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% de la population espagnole, donc plus de 37 millions de personnes, ont reçu au moins une dose. Donc on a vraiment ce succès. Sanchez avait dit 70% des Espagnols avec 2 doses avant la fin du mois d'août, et ça a été atteint le 31 août, donc techniquement c'était juste avant la fin du mois d'août.
Et à cet égard, il avait fait face à une opposition assez virulente, puisque sur les réseaux sociaux est ressortie une vidéo de Pablo Casado, le président du Parti populaire, qui disait au début de la campagne de vaccination: oh, au rythme où Sanchez l'a prévu, on aura 70% des vaccinés dans 4 ans. Voilà. Donc il y a eu en plus, voilà, l'opposition a essayé de sauter dessus. Alors en fait, comme pendant le mois de juin, il avait l'air de ramener les 70% au 15 août, l'opposition, comme au 15 août, il devait être à 68%. Le Parti populaire a dit que la campagne de vaccination avait été un échec cuisant du gouvernement, le symbole de son incapacité à gouverner l'Espagne et à gérer la pandémie. On voit vraiment Pedro Sanchez a l'habitude de dire qu'il fait face à l'opposition la plus furibarde d'Europe. Et quand on suit l'actualité, il faut reconnaître que c'est vraiment pas toujours facile. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, la situation sanitaire est grandement améliorée. Il n'y a quasiment plus de couvre-feu dans les communes, les régions. La Galice a réussi à va mettre en place un passeport sanitaire. Il faut savoir qu'il n'y a pas en fait de loi d'état d'urgence sanitaire ou de loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire comme on a pu en avoir une en France. Donc les régions en fait prennent des mesures et tout de suite en fait elles doivent saisir le tribunal régional, le tribunal de justice, qui doit dire si ces mesures sont conformes ou pas au droit. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec des jurisprudences différentes selon les régions. Donc, c'est la Cour suprême qui vient unifier tout ça. Et hier, justement, la Cour suprême a accepté la mise en place d'un passeport sanitaire pour accéder aux bars dans la région de Galice, considérant que la restriction de liberté que cela donnait était en fait, entre guillemets, c'était pas aussi grave par rapport au fait qu'il fallait éviter des contaminations, des morts, etc., etc., etc. Sachant que le gouvernement a fait face quand même à un petit, et j'en terminerai par là, à un revers au cours de l'été, c'est que la Cour constitutionnelle a invalidé la proclamation de l'état d'alerte, qui est une sorte d'état d'urgence un peu diminué, lors du premier confinement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le premier confinement en fait est anticonstitutionnel en Espagne, parce qu'il y a 3 niveaux. Je fais un truc juridique très rapide, mais il y a en fait l'état d'alerte, l'état d'urgence et l'état de siège. Et donc l'état d'alerte, c'est celui qui est le plus facile à mettre en œuvre parce qu'en fait, il est décrété par le gouvernement et puis il est ensuite prolongé par le Parlement. Donc l'état d'alerte, l'état d'urgence ne peut être déclaré que par le Parlement de sa propre initiative et en plus, il est limité dans le temps, il ne peut pas durer plus de 60 jours, alors que l'état d'alerte avait été prolongé a duré 85 jours, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui fait que, par exemple, en fait, ça, en soi, ça ne pose pas trop de problème puisque le confinement est passé. La seule chose, c'est que ce qui fait que toutes les amendes qui ont été imposées aux personnes qui ont violé les règles du confinement tombent. Donc, il suffit juste de retourner en justice et de dire, voilà, j'ai eu cette amende et donc il y a pas mal d'amendes qui vont sauter. Mais il faut savoir que le tribunal constitutionnel a considéré que le confinement était une telle restriction des libertés qu'on aurait dû être dans un régime d'état d'urgence et pas d'état d'alerte. Et cette décision a été adoptée par 6 voix contre 5. Donc il y a en plus une vraie division. Et comme il y a eu un deuxième état d'alerte, à peu près comme quand nous on s'est retrouvés en couvre-feu, en semi-confinement, etc., le tribunal constitutionnel serait dans l'idée à nouveau d'annuler cette disposition, mais le président a reporté les débats à l'automne parce qu'il sent bien que la situation est au mois prochain, parce qu'il n'a pas envie de rester dans cette forme de division et le tribunal constitutionnel cherche souvent à avoir des sentences qui sont quand même plus consensuelles que moitié, en gros, à peu près. Voilà. Merci, c'est un élément très intéressant, surtout en comparaison avec la France. Alors, tu évoquais Pedro Sanchez, le gouvernement, sans quelle est la question politique intérieure, quel est l'impact des mouvements au sein du PSOE, le PS espagnol, et pensons au remaniement ministériel intervenu en juillet et le congrès du PSOE prévu en octobre. Donc, quel est l'impact sur la coalition gouvernementale, le PSOE Podemos notamment? Alors effectivement, il y a eu, au milieu du mois de juillet, Pedro Sanchez a procédé à un très important remaniement ministériel et qui n'a concerné que les ministres socialistes, puisque comme dans un gouvernement de coalition, il n'a pas touché au ministre de Podemos, parce que Podemos ne l'a pas demandé. Et la particularité de ce remaniement, c'est qu'il a vraiment transformé l'image de la partie socialiste du gouvernement. Quand Sanchez forme sa coalition en 2020, il choisit pour les socialistes des ministres entre guillemets un peu techno pour quelque part rassurer notamment les autorités européennes, etc. C'est là où Podemos choisit des ministres très politiques, Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón, voilà, des personnalités, Yolanda Díaz, des personnalités. Sur les 5 ministres de Podemos, il y en a 4 qui étaient vraiment des figures politiques du mouvement, donc d'Unidas Podemos, de la coalition en règle générale. Sanchez, lui, à l'inverse, il va aller chercher
Par exemple, il va conforter la place de sa ministre de l'économie, qui est une ancienne haut fonctionnaire de la Commission européenne. Il va chercher pour le ministère des Affaires étrangères une cadre des Nations Unies qui est très portée sur la diplomatie économique. Pour le ministère de la Sécurité sociale, il prend l'ancien responsable de l'équivalent du Haut Conseil des finances publiques, donc de quelqu'un qui est très axé sur la rigueur budgétaire. Donc on voit vraiment une espèce d'image en mode oui, j'ai des ministres communistes et de gauche radicale dans mon gouvernement, mais j'ai dans les principaux ministères des personnes carrées, sûres, maîtrisant les sujets techniques. On n'est pas dans un gouvernement révolutionnaire. Il y a eu la pandémie depuis, et après la pandémie, il y a eu, enfin, cours de pandémie, il y a eu les fameuses élections régionales à Madrid dont on parlait la dernière fois. Et ces élections ont produit un effondrement, un recul du PSOE dans les sondages au profit du Parti populaire, qui ne se dément pas. C'est-à-dire qu'on est à quasiment 6 mois plus tard et le Parti populaire est toujours en tête dans les sondages. Donc Sanchez ayant besoin de reprendre l'initiative, il a formé un gouvernement beaucoup plus politique. Il y a eu un symbole, alors ce n'est pas un poste gouvernemental, mais ça a été annoncé dans le cadre du remaniement. Il a remplacé son directeur de cabinet, Ivan Redondo, qui était son directeur de cabinet depuis 2018, depuis son accession au pouvoir, qui était en fait un consultant à l'origine qui avait travaillé dans les années 2010 pour la droite, qui avait notamment permis à la droite de remporter le fief socialiste d'Extrémadure aux élections régionales, était parti chez les socialistes de manière un peu opportuniste. Enfin, d'ailleurs, il n'avait pas adhéré au PSO, il travaillait pour Sanchez exclusivement. Et, et c'est une personnalité qui était très clivante, y compris pour le PSO. Il vivait très mal que Redondo soit le directeur de cabinet de Sanchez. Donc Sanchez l'a remplacé par une personnalité qui s'appelle Oscar Lopez. Et Oscar Lopez a été notamment le numéro 3 du parti entre 2012 et 2014. C'est pour le coup... c'est ce qu'on appelle en Espagne un funcionario del partido, un fonctionnaire du parti. Voilà, en gros, il a été diplômé en droit, me semble-t-il, mais il n'a jamais exercé en droit. Il a travaillé au sein de l'appareil du PSOE depuis l'année 2000. Il a été assistant parlementaire, collaborateur politique. Enfin, vraiment, c'est pour le coup, il est vraiment à sa place dans ce rôle de directeur de cabinet. Il a également remplacé sa ministre des Relations avec le Parlement, Carmen Calvo, par Félix Bolaños, qui était le numéro 2 de la présidence du gouvernement. Bolaños, qui a été l'un des acteurs majeurs de l'accord de coalition avec Podemos, c'est lui qui en a négocié les termes techniques précis, c'est lui qui a imaginé la structure ministérielle du gouvernement telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais la particularité, c'est que le principal interlocuteur de Podemos dans le gouvernement, c'était Ivan Redondo, c'était le directeur de cabinet. Et comme Pablo Iglesias, l'ancien secrétaire général de Podemos, est parti, que c'est désormais Yolanda Díaz qui représente Podemos dans le gouvernement, mais elle n'est pas membre de Podemos, elle est membre du Parti communiste, et que Ivan Redondo est parti, il y a eu une espèce de cassure dans les équilibres internes qui sont en train de se reconstituer. Mais on voit bien que Sanchez est en train vraiment de remanier le parti dans l'objectif des élections municipales, régionales et générales qui auront lieu en 2023. Et pour ce faire, il a besoin vraiment de reprendre une initiative politique. Donc, dans le cadre de son remaniement, il a également exclu son ministre des Transports, qui était son numéro 3 au PSOE, José Luis Ábalos, qui était une personnalité un peu truculente et puis bon, qui avait quand même quelques casseroles. Et il y avait un symbole à donner aussi de Sanchez, voilà, qui avait repris le PSOE en 2017, qui avait pris la Moncloa en 2018, et il avait besoin de se relancer un petit peu, donc il a choisi de virer Ábalos. Or, Ábalos négocie avec Podemos la grande loi sur le logement dans laquelle Podemos veut faire inscrire, par exemple, l'encadrement des loyers. Il a été remplacé par la maire d'une commune catalane, Raquel Sánchez. Mais Raquel Sánchez reste sur la même ligne, elle ne veut toujours pas de l'encadrement des loyers, le PSOE n'en veut pas, pour des raisons de proximité avec certains pouvoirs économiques, notamment les banques. Il ne faut pas se cacher non plus cette réalité-là. Et aujourd'hui, on voit bien que tant le remaniement que le congrès à venir, le congrès du PSE, qui va amener un remaniement quasi complet de la direction du parti, à l'exception notamment de la numéro 2, Adriana Lastra, mais qui n'est plus présidente du groupe parlementaire au Congrès, elle a été remplacée. Donc voilà, on a vraiment des mouvements qui font que les interlocuteurs un peu traditionnels que Podemos pouvait avoir, avec qui le lien était maintenant bien fluide, ce qui permettait parfois d'éviter des incidents au Parlement, au gouvernement, la plupart de ces personnes ont disparu. Et donc ça permet aussi à Sanchez de reprendre un peu la main et d'être avec Yolanda Díaz d'Unidas Podemos, c'est un peu les sparring partners et tout passe par eux. Et puis après, il y a des échanges évidemment, mais
Il y aura, je pense pas qu'il y aura fondamentalement comment dire? Il y aura pas de rupture. Il y a aujourd'hui un débat très intense il y a eu un débat très intense en interne sur la question du prix de l'électricité, par exemple, parce que ça affecte, voilà, le pouvoir d'achat des Espagnols. Mais Sanchez a fini par reconnaître que les mesures de Podemos, qui étaient effectivement très interventionnistes, finalement, c'est un pragmatique. Il s'est rendu compte que de toute façon, toutes les mesures incitatives que lui avait fait adopter ne fonctionnait pas. Donc, il est parti sur quelque chose d'interventionniste. Donc, ça veut dire qu'il est en capacité aussi à un moment d'accepter, de comprendre et de se dire, OK, on va aller sur une autre stratégie et donc d'écouter aussi ses partenaires de coalition. Donc, on va entrer là bientôt dans la phase budgétaire. Et Sanchez a pris un engagement assez courageux, c'est de dire que le projet de loi de finances sera déposé dans les délais. Il faut savoir que depuis 2015, aucun projet de loi de finances n'a été déposé dans les délais prévus par la Constitution et la loi organique, ça n'est jamais arrivé. Or, les délais, ça nous amène dans 15 jours. Donc c'est extrêmement ambitieux, mais il veut aussi envoyer un signal de dire on est dans une phase de reprise économique. L'Espagne sera l'un des pays qui connaîtra le plus haut taux de croissance post-pandémique dans l'Union européenne. On reçoit des fonds européens. On a une coalition qui est stable et qui est capable de faire voter un budget en temps et en heure. Et le signal du budget voté en temps et en heure, c'est aussi de dire face à l'Espagne, face à l'opposition qui réclame des élections anticipées, c'est de dire hein, on a une législature qui va jusqu'en 2023 et on a un gouvernement cohérent, stable, uni, qui ira jusqu'en 2023. Bien. Alors, passons du niveau national au niveau régional et allons du côté de Barcelone. Parle-nous un peu de la situation politique en Catalogne, surtout après la formation donc, d'un nouveau gouvernement à coloration indépendantiste. Alors effectivement, la dernière fois qu'on s'était vu, les négociations entre indépendantistes catalans piétinaient et il se murmurait qu'il y aurait une répétition des élections régionales. Finalement, ça ne s'est pas produit. Pere Aragonès, donc, qui est l'un des principaux responsables du parti Gauche républicaine de Catalogne, est devenu le président de la Généralité, donc du gouvernement autonome. Il faut savoir que c'est le premier issu de la gauche républicaine depuis la fin du franquisme. Il y en avait eu avant, sous la Deuxième République. ERC, c'est avec le Parti communiste et le Parti socialiste, l'un des rares partis qui a survécu au franquisme. Donc il y a aussi toute une histoire dans ce parti, mais on ne va pas rentrer dedans maintenant. Et donc il a formé une coalition avec Ensemble pour la Catalogne, qui est le parti de Carles Puigdemont, qui, pour sa part, est toujours exilé ou en fuite ou installé en Belgique. Je dis où, ça dépend du point de vue dans lequel on se place, si on est indépendantiste, la justice espagnole, observateur, etc., mais qui habite toujours là-bas. Ensemble pour la Catalogne, qui est un parti qui est dans une situation un peu complexe parce qu'ils souhaitent participer au gouvernement, en même temps, ils sont toujours dans cette idée d'avoir une indépendance unilatérale, donc il y a un courant plus radical, un courant plus pragmatique, et donc on voit bien que ces deux courants se tirent un peu la bourre, si tu me permets cette expression un peu triviale. Mais la particularité, en fait, c'est que lors du mandat précédent, lorsque c'était Quim Torra qui présidait la Généralité, lui disait, en gros, moi je ne suis là que pour réaliser l'indépendance et faire revenir Carles Puigdemont, et entre guillemets, le reste, ça ne m'intéresse pas. Pere Aragonès lui a dit, moi je suis là pour réaliser l'objectif d'indépendance, dans l'idée d'obtenir un référendum partagé avec l'Espagne, on se met d'accord avec le gouvernement espagnol, comme ce qui s'est passé en Écosse, comme ce qui s'est passé au Québec, donc vraiment, donc il n'est plus dans une stratégie unilatérale, parce qu'il a aussi compris que cette stratégie, elle mène dans le mur, puisqu'elle oppose globalement les 45% de Catalans indépendantistes aux 45-50% de Catalans non indépendantistes. Et tant qu'ils seront dans une logique de confrontation, il n'y aura pas de majorité sociale et électorale pour aller vers cette indépendance. Or, la gauche républicaine comprend que si on veut aller vers l'indépendance de la Catalogne, il faut avoir 60-70% des Catalans qui se sentent vraiment l'envie de ce projet. Donc, ils ne peuvent plus être dans une stratégie de la confrontation. Et donc, lui, il dit une autre chose. Il dit en plus, comme on est dans une phase de pandémie, il y a une crise économique, on ne peut pas ne pas gérer le gouvernement autonome comme on le faisait sous le mandat précédent. On doit voter un budget, on doit voter des lois. Donc, ce pragmatisme d'un côté, cette radicalité de l'autre cohabitent au sein du gouvernement, et c'est rigolo qu'on en parle parce qu'en fait, il y a eu hier un clash assez inattendu qui, pour l'instant, n'a pas de conséquences, mais voilà, ça date d'hier seulement. Pedro Sánchez, en fait, avait négocié avec la gauche républicaine
pour être investi président du gouvernement en janvier 2020, il avait négocié la mise en place d'une commission du dialogue où le gouvernement espagnol et la Généralité de Catalogne négocieraient dans un format ad hoc. En fait, il y a une commission déjà qui existe, le statut d'autonomie de la Catalogne prévoit cette commission, mais cette commission, elle est limitée aux questions budgétaires, économiques, d'infrastructures, d'investissement, de transfert de compétences, etc. Donc c'est vraiment c'est une commission presque, elle est au niveau gouvernemental, mais elle est presque technique en fait. Et là, cette fameuse commission du dialogue, elle est censée être à un niveau plus politique, et en fait, c'est un endroit où les Catalans vont venir et demander, le gouvernement catalan va venir et demander un référendum, et Sanchez va dire bah non, pas un référendum, etc. Sachant qu'il y a un accord qui dit que si cette commission du dialogue débouche sur une solution au conflit politique en Catalogne, cette solution doit être soumise à référendum. C'est pas un référendum d'indépendance, mais il y a quand même l'engagement de faire voter les Catalans. L'objectif de Sanchez, en fait, c'est d'amener la Catalogne à une autonomie extrêmement poussée, du style de celle du Pays Basque, sur le plan, par exemple, fiscal ou budgétaire notamment. Et l'accord entre le gouvernement espagnol et le gouvernement catalan, c'était de dire c'est une commission du dialogue entre gouvernements. Donc ne peuvent y siéger que des représentants gouvernementaux. Et le parti Ensemble pour la Catalogne a désigné un membre du gouvernement catalan, une députée à Madrid, bon, elle n'a rien à faire là, mais pourquoi pas, et surtout 2 de ses cadres, son secrétaire général et un de ses vice-présidents, qui sont en fait des militants qui n'ont pas de responsabilité gouvernementale, mais qui surtout faisaient partie des Catalans qui étaient emprisonnés et qui ont bénéficié d'une grâce accordée par le gouvernement au cours de l'été. Le gouvernement a gracié tous les responsables catalans qui avaient été condamnés pour l'organisation du référendum illégal d'indépendance de 2017. Et le président de la Généralité de Catalogne a dit bah, en fait, moi je me suis engagé à ce que ce soit un dialogue de gouvernement à gouvernement. On doit partir sur des bonnes bases dans cette commission du dialogue si on veut arriver à quelque chose. Donc, je refuse cette délégation d'Ensemble pour la Catalogne qui n'est pas à un niveau gouvernemental. Ensemble pour la Catalogne a dit bah, si c'est pas si ça ne vous convient pas, on n'enverra personne. Donc, il n'y a que la moitié du gouvernement catalan qui est représenté, mais parce qu'en fait, la gauche républicaine a tout intérêt à ce que cette commission du dialogue réussisse. Un intérêt, bien sûr, politique, électoral à court terme, c'est évident, parce que ça montrera que la voie du dialogue est la meilleure et que donc ça ramènera une partie de l'électorat modéré, bon, ça pourquoi pas, mais même sur le projet politique, ils ont intérêt à ce que cette commission du dialogue, finalement, permette de construire quelque chose, de dépasser la confrontation avec l'État, peut-être d'amener vers ce référendum légal. Je ne vois pas actuellement en tout cas, moi je n'y crois pas, mais dans un futur proche, c'est pas impossible. Et au contraire, Ensemble pour la Catalogne, voulant reprendre cette stratégie de la confrontation, est au contraire dans l'objectif que cette commission du dialogue échoue. Et en désignant ces personnalités, notamment les 2 graciés, les deux ex-prisonniers, comme il y aura une photo de famille de cette commission, l'idée, c'était symboliquement d'avoir une photo de Pedro Sanchez avec 2 anciens condamnés pour le référendum. Donc, il y avait vraiment toute une stratégie. On voit bien que chacun poursuit sa stratégie politique. Et autant les premiers pas du gouvernement catalan étaient bons dans le sens où le linge sale se lavait en famille. Là, on a quand même un possible début de crise, avec quand même, cela étant dit, la conscience que, le Parlement ne peut pas être dissous avant encore au moins 6 mois. De toute façon, les partenaires de coalition sont obligés de gouverner ensemble. Et qu'il n'y a pas de majorité autre. Enfin, la seule autre majorité, en fait, au Parlement catalan, c'est la gauche républicaine, les socialistes et Podemos, qui, pour le coup, ne seraient pas indépendantistes. Donc, le Ensemble pour la Catalogne peut avoir intérêt à tendre la corde autant que possible, mais il n'y a aucun intérêt à rompre, de toute façon, le pacte qui les unit actuellement. Donc pendant ce temps, comme Sanchez confirme son intention de faire cette commission du dialogue qui se réunit là, il est 15h et des brouettes, donc ça veut dire que la commission est en train de se réunir actuellement. Il a quand même aussi, ça veut dire qu'il maintient de bons liens avec la gauche républicaine. Or, elle lui est indispensable pour avoir une majorité au Congrès à Madrid, notamment pour faire voter son budget. Donc il y a quand même aussi un enjeu stratégique. Mais ce gouvernement indépendantiste bat un peu de l'aile aujourd'hui, on verra ce que ça donne demain. Merci Antoine.
Et après le régional, revenons au national, mais surtout avec l'impact des questions internationales sur le national, c'est suite bon, au départ des Américains de Kaboul et la reconquête de l'Afghanistan par les talibans. Comment en Espagne est traitée ce qu'on va appeler la question afghane et quel est, s'il y en a un, l'impact politique de la question afghane? Alors, d'abord, en fait, quand les talibans ont pris Kaboul, il y a eu une espèce un peu de flottement. C'est pas une blague ce que je vais te dire. Pedro Sanchez était en vacances dans les Canaries et il a mis un peu de temps, il a mis 2 3 jours à réagir. Donc l'opposition de droite, qui n'en manque jamais une, a évidemment sauté sur le sujet pour dire que que l'Espagne ne faisait rien. C'est-à-dire qu'en gros, pendant que les Américains et les Français annonçaient leur pont aérien, l'Espagne n'annonçait rien. Donc forcément, Sanchez en a pris plein la figure. Donc il a pris une initiative européenne qui était en fait d'installer sur une base militaire, sur la base aérienne de Torrejón, à l'est de Madrid, un campement Croix-Rouge qui a été en partie monté par l'armée espagnole. Et dans ce campement étaient accueillis tous les collaborateurs espagnols, tous les collaborateurs afghans des autorités de l'armée espagnole, voilà, comme les Français ont pu le faire, etc. Mais aussi tous les collaborateurs des institutions et missions de l'Union européenne sur place. En fait, ce sont les Espagnols qui ont évacué les collaborateurs afghans de l'Union européenne et qui les ont accueillis à Madrid pour ensuite les répartir dans d'autres États. Ce qui fait qu'il y a eu un vrai raté au démarrage. Et avec ce choix d'accueillir, cette proposition d'accueillir les collaborateurs européens, le pont aérien a été d'une efficacité redoutable, hein, plus de 2000 personnes évacuées d'Afghanistan en quelques jours. Et surtout, il y a quand même ce moment où Pablo Casado, donc le président du Parti populaire, vocifère, hein, parce que je suis désolé, hein, c'est un peu un jugement de valeur, mais il y a un moment, il faut dire ce qui est, c'est-à-dire que tous les jours, nous expliquer que le gouvernement espagnol est le plus radical d'Europe, le plus inefficace d'Europe, le plus dangereux, etc. Bon, il y a un moment, ça fait un peu beaucoup. Donc, vocifère dans les médias que l'Espagne est à la ramasse totale sur l'Afghanistan, que les Américains nous méprisent, méprisent les Espagnols. Et quasiment le même jour, Ursula von der Leyen et Charles Michel sont sur la base de Torrejón, félicitent Pedro Sanchez, remercient le gouvernement espagnol, et Ursula von der Leyen déclare que ce qu'a fait l'Espagne pour évacuer ses collaborateurs, c'est vraiment l'âme de l'Europe. Donc on se retrouve même dans une situation où finalement, bon, assez rapidement, en fait, le Parti populaire est redescendu de 3 niveaux sur ses critiques parce que, d'une part, la critique ne portait pas, elle ne fonctionnait pas quand on voyait, Joe Biden a appelé Pedro Sanchez, ils ont parlé pendant une demi-heure, etc. Voilà, donc il y a vraiment eu une possibilité un peu d'existence de l'Espagne sur la scène internationale. Et en Espagne, c'est un peu comme ce qu'on vivait régulièrement en France, c'est-à-dire que normalement, la politique étrangère, elle est exclue de la bataille politique. C'est-à-dire qu'il y a les partis politiques qui aspirent à gouverner doivent comment dire, revendiquer ce qu'on dit en Espagne le sentido de Estado, un sens de l'État. Et donc, on ne va pas taper sur le gouvernement au pouvoir quand on est dans une crise diplomatique majeure. La seule vraie rupture qu'il y avait eu, c'est au moment de la guerre d'Irak, quand Aznar est parti en guerre avec Bush et que les socialistes n'en voulaient pas. Mais c'est vraiment la seule grosse rupture qu'on avait eue jusqu'à présent. Donc il y a eu une tentative, hein, d'appropriation, enfin pas d'appropriation, mais de créer une division politique sur la question de la part de l'opposition qui n'a pas vraiment prise. Aujourd'hui, il me semble que le camp de la base de Torrejón a été démonté. Je revérifierai parce que j'ai un doute, mais enfin voilà. En tout cas, l'Espagne a vraiment là-dessus vraiment réussi, je crois, à jouer un rôle. Pas forcément de premier plan, parce qu'en France, on n'en a pas tant entendu parler que ça, mais parce que chaque État avait à gérer ses propres évacuations. Mais dans le milieu diplomatique, en tout cas, il y a eu une reconnaissance assez forte. Il y a quand même eu quelque chose que moi j'ai trouvé personnellement assez émouvant quelque part, c'est que quelques jours avant la chute de Kaboul, le gouvernement espagnol a relevé de ses fonctions à sa demande Gabriel Ferran, qui était l'ambassadeur espagnol à Kaboul, et donc il était encore. Et donc, quand un ambassadeur est relevé, s'il n'est pas remplacé tout de suite, on lui demande d'assurer la gestion des affaires courantes.
Et donc cet ambassadeur s'est retrouvé à gérer des évacuations avec sa première conseillère diplomatique et lui, tous les deux par intérim, mais qui ont dit on ne partira qu'avec le dernier avion, comme l'a fait l'ambassadeur de France. Donc voilà, cet ambassadeur qui était relevé de ses fonctions, qui devait partir, est resté jusqu'à la dernière minute. Il est rentré avec le dernier avion qui ramenait évidemment, en gros, les personnels diplomatiques et puis les soldats et les policiers qui étaient partis, qui étaient sur place ou qui étaient partis aider aux évacuations. Il y a eu des moments forts comme ça où certains policiers, les policiers du groupement des opérations spéciales, qui est une sorte de GIGN, si on veut, ou le RAID, plutôt on va dire le RAID, sont pareils. À un moment, on leur dit, voilà, vous êtes normalement chargé de la sécurité de l'ambassade. Là, il n'y a plus d'ambassade, il y a juste des évacuations à faire. Vous pouvez rentrer en avion. Et pareil, ces policiers ont dit, non, on rentrera avec le dernier avion parce que il faut amener les Afghans de l'extérieur à l'aéroport. On a cette scène de la ministre de la Défense qui est à Madrid et qui dit si des Afghans veulent, si des collaborateurs veulent rentrer mais qu'ils n'arrivent pas à rentrer, qu'ils crient Espagne ou qu'ils portent quelque chose de rouge, on les sortira de là, etc. Donc voilà, il y a eu quand même beaucoup de moments un peu forts comme ça. Alors évidemment, vu d'ici, c'est fort parce que je sais bien, quand on sait ce qui se passait en Afghanistan, c'est absolument incomparable, etc. Mais voilà, en tout cas, l'Espagne a vraiment cherché à jouer un rôle. Et ce qui est très étonnant, c'est que comment on appelle ça, l'extrême droite, Vox, n'a pas tant joué que ça la peur des réfugiés, du grand remplacement, la thématique du grand remplacement, de l'immigration musulmane incontrôlée, etc., alors que c'est vraiment un de leurs fonds de commerce. Et en fait, quelque part, le plus virulent, ça a été le Parti populaire qui s'est un peu tiré une balle dans le pied sur cette question. Et aujourd'hui, la question afghane, il y avait la séance de questions au gouvernement aujourd'hui, et elle est globalement passée au second plan. Il y a suffisamment de sujets sur lesquels s'écharper entre gouvernement et opposition. Mais voilà, en tout cas, la crise afghane n'a pas eu une répercussion politique absolument considérable. Il n'y a pas eu José María Aznar, qui était celui qui avait amené les Espagnols en Afghanistan, puisqu'il était au gouvernement, c'était lui qui était président du gouvernement à l'époque, a dénoncé le départ des Américains comme étant une reddition sans condition. Il a dénoncé l'échec finalement de l'opération, mais tout le monde, pour le coup, personne ne conteste que ces 20 ans de guerre ont débouché sur le retour des talibans au pouvoir. Mais il n'y a pas vraiment, de ce point de vue, d'opération politique majeure sur cette question. Écoute Antoine, merci pour tous ces éclaircissements et la précision de ces éclaircissements. Et je pense qu'on aura, d'ici peu, on se retrouvera pour faire une analyse de la situation politique en Espagne. Merci Antoine et à bientôt. À bientôt Alexandre. Au revoir. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.